Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a constaté avec satisfaction les progrès accomplis et les importantes évolutions enregistrées par le Congo dans le domaine des droits de l'homme. Vous le savez, c'était à l'occasion donc du 3e passage du Congo devant cet organe onusien, et ce dans le cadre de l'examen périodique universel. Que alors retenir de cet examen et que dire de la situation sur terrain de droits de l'homme en République du Congo? Autant de questions sur la table de votre magazine Presse Tribune dans sa deuxième partie. Et pour la première partie, nous allons donc revenir sur la décision de la Chambre pénale de la Cour suprême qui a condamné à 24 mois d'emprisonnement et à payer des dommages et intérêts des magistrats, avocats et notaires impliqués dans le détournement de fonds dans l'affaire dite l'affaire du camp Clairon. Nous allons donc parler de tout cela dans cette émission, et pour les débats, nous avons l'honneur de recevoir pour la première fois dans cette émission M. Mavungu Ibeni. Il est journaliste spécialiste des questions de droits de l'homme. M. Mavungu Ibeni, bienvenue dans Presse Tribune. Merci beaucoup. Et Jocelyn Mbanza, il est journaliste indépendant. Monsieur Jocelyn, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci bien, mon cher Sergio. Lui, c'est Ernest Dimi, notre invité permanent. Vous le savez, il est journaliste chroniqueur chez Le Patriote, le journal Le Patriote. Ernest Dimi, un plaisir de vous recevoir. Au service de la République, toujours. Au service de la République, ça c'est bien dit. C'est donc parti, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre magazine Presse Tribune. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, comme fait la tradition de cette émission, on va commencer par les faits saillants de l'actualité de la semaine. L'accostage au rivage de la jouissance de la pension de retraite ne devrait plus être un rendez-vous manqué pour les Congolais admis à faire valoir leurs droits à la retraite dès l'année 2019. Aussi, la donne qui voudrait que les personnes ayant servi l'État à divers échelons peinent pour certains à se procurer l'insuline pour leur diabète et pour d'autres la colchicine pour leur goutte. Faute de disposer ce dont ils ont pourtant droit, devrait-elle aussi être changée. J'ai parlé du social comme maillon faible de notre action, parce qu'une partie considérable de notre population manque le minimum nécessaire. C'est notre grand défi, déclaré Denis Sassou Nguesso lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Congo en 2010. Et récemment, lors de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès en décembre 2017, le président congolais demandait au gouvernement de prendre en charge les questions des retraités et de payer les pensions de manière régulière. Le 6 octobre dernier, lors du Conseil des ministres, Denis Sassou Nguesso a instruit le gouvernement qui venait de valider le projet de loi des finances exercice 2019 d'assurer le règlement rapide de la situation administrative des agents et cadres admis à la retraite, et ce dont la situation n'est pas encore prise en compte. Ceci montrant clairement la volonté du gouvernement congolais à relever ces défis du social. Mais en effet, qu'est-ce qui fonde ces adresses et instructions du président de la République? C'est sans nul doute le décret 97/447 du 19 août 1987. Ces textes disposent concernant le financement de la retraite des agents, fonctionnaires et contractuels de l'État pris en charge par la CREF que 5% du salaire indiciaire de l'agent de retenue par mois, 10% des salaires indiciaires par agent, des contributions de l'État par mois et le budget de l'État décontribué au budget de la caisse jusqu'à concurrence de chiffre total de ces dépenses. Ce qui, semble-t-il, correspond à l'instruction du chef de l'État au Conseil des ministres, celle de respecter tout simplement la loi en matière de prise en charge des retraités, qui, loin d'être un don, est plutôt un droit. Le forum sur la retraite qui s'ouvre le 13 décembre à Brazzaville devrait donc être l'occasion pour le participant, au-delà des questions de réforme du secteur de sécurité sociale au Congo, de faire un plaidoyer au gouvernement pour la mise en œuvre effective des orientations du président de la République pour une retraite saine et pérenne. Alors je donne la parole à M. Mavungu Ibeni. Qu'est-ce qu'on retient pour vous de saillant de l'actualité de la semaine? Bon, des faits saillants, il faut déjà commencer par dire que, déjà ce qu'on vient de dire, c'est quand même important, que le Congo puisse passer donc à son 3e examen, c'est déjà un fait saillant, c'est déjà important. Deuxièmement, bon, toujours au plan national, si on peut parler comme ça, il y a le gouvernement, puisque c'est constitutionnel,
qui est chaque fois intervenu, qui intervient toujours au niveau du Parlement, qui est interpellé pour des questions d'ordre général. Je crois que ça également, ça fait l'actualité. Mais enfin, plus au niveau un peu de l'extérieur, avec l'image que la France nous renvoie, un pays modèle, semble-t-il, de droits de l'homme, de la démocratie, avec des gilets jaunes. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Joachim Banza. Pour vous, qu'est-ce qu'on retient? Je vais tourner mon regard sur le grand pays voisin, la République démocratique du Congo, pour constater que depuis que la campagne électorale a commencé, relativement à l'élection présidentielle du 23 décembre, on commence à enregistrer des faits inquiétants. Il y a eu cette attaque de la police sur le cortège d'un des candidats de l'opposition, à savoir Martin Fayulu à Lubumbashi. On a enregistré des morts. C'est vrai que l'opposition elle-même parle de 6 morts et du côté du gouvernement on conteste cela, mais les images qui ont circulé, qui circulent de ces incidents inspirent une grande inquiétude de savoir que apparemment les services administratifs ne jouent pas leur rôle d'être neutres dans la sécurisation des différents acteurs qui prennent part à ce scrutin. Il y a eu aussi à Kinshasa l'incendie d'un dépôt de matériel de vote, notamment les fameuses machines à voter. Là aussi, quand on regarde les images, c'est quelque chose d'impressionnant. Comment un dépôt situé dans une zone bien sécurisée ait été comme ça là l'objet d'incendie, un incendie qu'on n'a pas pu maîtriser au point de laisser tout être calciné. Alors ça suscite des interrogations et de vives inquiétudes sur la certitude de savoir est-ce que le 23 décembre, il y aura réellement vote. Élection en RDC. Une question que nous allons suivre de près. On va terminer avec Ernest Dimi dans cette partie de faits saillants de l'actualité. Oui, les faits saillants de l'actualité. Moi, je commence par un adage pour dire que la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Et ici, nous avons le devoir de vérité. L'actualité de la semaine chez moi, c'est la fameuse guerre promise longue et populaire entre Achille Service et la société de téléphonie mobile RTL Congo. Après des travaux selon Achille, réalisés en 15 ans, Achille Service a accompagné RTL, donc de CERTEL à RTL, jusqu'à s'installer sur le territoire national, dans le fret notamment. Et il s'avère, selon le PDG d'Achille Service, que la contrepartie en 15 ans n'a jamais été réversée. Et pour la payer, la compagnie a joué à l'arrogance, selon Achille. Ensuite, a voulu qu'on rabaisse le montant des prestations. Et pourtant, c'était chiffré dès le départ. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, alors, selon Achille, RTL refuse de payer cet argent. Donc, c'est des faits quand même inquiétants. On est quand même dans un état. On ne peut pas accepter que pour des prestations bien accomplies, alors que pour payer la contrepartie, pour une grande société comme RTL Congo, qu'on fasse des jeux. Et il s'avère que la justice a été saisie. Et là encore, les choses l'embineraient selon Achille. Alors, moi, je crois que c'est une situation qui doit interpeller les Congolais, notamment les autorités, qui doivent œuvrer non seulement pour l'éclosion d'une bourgeoisie nationale ou locale, mais aussi pour le respect des droits et notamment pour le respect des engagements. Puisque nous en parlons, on va en débattre. Respect de droit, on va parler de droits de l'homme dans cette émission. On va commencer, comme annoncé au début, donc par la situation ou la question de l'affaire dite, l'affaire du camp Clairon. Alors, première question, on va essayer pour édifier nos téléspectateurs, essayer de revenir un peu à la genèse de cette question. Alors, comment est née cette affaire? Je pose la question à Ernest Dimi parce que vous avez la parole, vous allez la garder. Comment est finalement née cette affaire dite des camps Clairon? Non, mais le camp Clairon, vous savez, c'est un projet qui intègre la construction des immeubles ou des logements dits sociaux du gouvernement. Alors,
comme c'était un espace habité, c'était un espace qui avait ses propriétaires terriens ou ceux qui ont acquis, voilà, ses occupants, il fallait que l'État procède par une expropriation pour cause d'utilité publique afin d'avoir le droit de propriété sur cet espace et bâtir les logements sociaux. Et là, il faut préciser à nos téléspectateurs, nous sommes entre 2005 et 2006. Ouais. Et les Conclérants, vous savez que c'est entre Zonga-Edouard, le parc d'un côté, la Patte-d'Oie, en fait, la forêt blanche et autres, c'est dans cette zone-là. Alors, quand cette opération est menée, il y a eu que pour la contrepartie, c'est-à-dire l'indemnisation des occupants de cette place, certains n'ont pas reçu la totalité de leur argent pour cause les professionnels du droit et les auxiliaires de justice impliqués dans cette affaire ont joué à une magouille, ont abusé de la confiance et ont détourné des fonds jusqu'à ce que le procès s'en suive. D'accord, on va en parler, M. Mavungu Ibeni. Alors, comment les magistrats peuvent-ils intervenir dans une question d'expropriation? Non, disons que l'expropriation, si vous regardez bien nos textes, c'est prévu, hein. Quand vous regardez bien les textes, il y a tout un programme là-dessus. Pour cause d'utilité publique, effectivement, le gouvernement peut mettre la main sur même votre parcelle. Hein. Et en ce moment-là, les mécanismes sont mis en place. Bon, les magistrats, ben, vous savez bien que le notaire, sa mission principale, vous savez bien, le notaire, c'est celui qui arrive comme pour faire le partage des fonds. Je crois c'est l'intérêt même du notaire, quand je vois bien. Bon, quand on regarde bien l'avocat, ben, l'avocat, il vient défendre une partie. C'est la défense. C'est le rôle d'un avocat. Mais le magistrat, c'est lui qui juge. Donc, je crois savoir que les trois corps se sont retrouvés pour que chacun fasse son travail. Maintenant, au-delà, c'est ce qu'on va peut-être regarder, pourquoi ça n'a pas marché. Mais sinon, les trois sont bel et bien représentés dans cette bataille. Dans cette affaire. Alors, Monsieur Joseph Mbadzala, nous sommes le 11 juillet de l'année 2018 dans un journal. On connaît bien, c'est Le Nouveau Regard. Il y a un article qui est publié et cet article accuse le ministre Silou, qui à l'époque s'occupe de cette question, Alphonse Silou, d'avoir détourné, et les chiffres, ça donne 600 millions de francs CFA sur cette affaire. Et quelques jours, 3 jours plus tard, c'est son avocat, l'avocat donc de monsieur Silou, maître Jeanne Kimbembe, dit que c'est faux. Et quand on regarde ce qui s'est dit aujourd'hui, on peut se dire finalement qu'il avait raison. Oui, moi je voulais revenir un peu pour compléter les collègues, pour que les téléspectateurs puissent avoir une idée claire de l'opération d'expropriation. Comme a dit Mavungu Ibeni, l'expropriation est basée sur une loi. Il y a une loi de l'expropriation. L'État, le gouvernement, quand il a besoin de mobiliser de l'espace, peut exproprier. Hein, c'est-à-dire qu'un quartier occupé, on peut exproprier pour cause évidemment d'utilité publique. L'État ne peut le faire que pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire quand on construit des ouvrages qui peuvent servir à tout le monde. Voilà. Et non pour un intérêt privé. Donc, quand on mobilise cette opération qui est basée sur une loi, il y a une commission d'experts qui est montée. Et cette commission d'experts est composée des experts de plusieurs services ou de plusieurs institutions. Il y a la mairie, il y a les différents départements ministériels, le cadastre et ainsi de suite. Ouais. Donc c'est eux qui viennent. Ils viennent sur le terrain, ils rentrent dans votre domicile et évaluent la valeur de votre domicile. Donc ce travail est fait de manière contradictoire par les experts. C'est eux qui déterminent le prix de l'expropriation, la valeur de votre domicile. Donc c'est eux qui l'arrêtent. Donc quand ils arrêtent, ils regardent la maison, la surface du terrain, la maison qui s'y trouve, la valeur de la maison qui s'y trouve, les arbres, toutes les immobilisations, les mises en valeur comme on dit. Donc ils arrêtent un prix, la commission arrête un prix. Et une fois que ce prix est arrêté, donc il est transmis au gouvernement et c'est sur la base de ça que le gouvernement ordonne le décaissement, le paiement. Voilà. Pour le cas du Conclérant,
vous savez que cet espace était mobilisé au profit de la société, à l'époque Soprogi, la société de promotion et de gestion immobilière, qui est devenue Soprime. Donc, quand on a fait ça, la succession Cita, parce que c'était le terrain du feu Cita d'Atiolo, voilà, a contesté le montant qui était arrêté pour lui. Parce qu'il disait qu'il ne comprenait pas que, ça c'est bien après qu'on va l'apprendre, que pourquoi pour d'autres c'était par exemple 800 millions alors que lui c'était 260 millions. Et malgré ces explications-là, ils ont refusé de prendre. Quand on se retrouve dans un tel cas de figure, il y a ce qu'on appelle un juge de l'expropriation. Donc le problème va au tribunal. Et dans ce cas précis, le juge de l'expropriation, c'est le magistrat Ozone Malanda, qui était président de la Chambre civile de la Cour suprême. Enfin, qui est président de la Chambre civile de la Cour suprême. Donc, c'est lui qui était le juge de l'expropriation. Donc, il revient, il fait une contre-expertise. Donc, il envoie là, et des magistrats, tout le monde, pour aller réévaluer les mises en valeur du domicile. Ce qui a été fait. Et donc, de 260 millions, on est monté à 300 millions. Donc, la justice a tranché pour qu'on paye à la succession CITAS le montant de 300 millions. Alors voilà, même chose. Là, j'en viens avec ma question, parce que ce que vous dites est bien, c'était bien de pouvoir le rappeler. Ma question tout à l'heure, dans tout cela, quelle est la responsabilité du ministre des tutelles? Mais justement, en vous rappelant ça, vous allez voir que vous allez bien comprendre le rôle du ministre, qui était à l'époque, le ministre d'État Silo, était à l'époque ministre de la Construction. Donc c'était lui le ministre voilà, de l'urbanisme, c'était lui le ministre de tutelle de la société Soprogi. Et donc, quand la justice a tranché, la succession CITAS a refusé de prendre ce montant. La loi prévoit que dans ce genre de situation, l'argent est mis dans un compte séquestre. C'est-à-dire qu'un compte qu'on ne touche pas est sous la responsabilité de la justice, du tribunal. Et là, c'était sous la responsabilité du juge Malanda Ozone, qui, pour les questions matérielles, enfin disons d'activité matérielle, pour agir, avait comme homme de main l'huissier de justice Jean-Bertin Sella. Voilà, donc c'est lui qui va... Il est notaire. Un notaire, voilà. Oui, voilà, c'est ça, un notaire pour justement acter le compte séquestre et le suivre. Et à ce moment-là, le temps est passé. Les gens, il y a eu des rumeurs, ce que vous évoquez, c'est les rumeurs. Le ministre, eh bien, évidemment, il agit au niveau du gouvernement. L'opération d'expropriation, c'est le gouvernement qui la décide, ainsi de suite. Et ça concernait pas mal de terrains. Hein. Il n'y a pas que le camp Clairon. Il y a eu Bakongo, il y a eu le camp Clairon, il a failli avoir Poto, mais ça a raté. Mais il y a eu Oyo, ainsi de suite. Donc, Dragage, Kinkala, ainsi de suite. Voyez-vous? Et donc, partout, il n'y a pas eu... Enfin, il y a eu des difficultés, mais avec le système de justice, on a fini par tout régler. Mais ce cas-là a été vraiment un cas exceptionnel, vu l'entêtement de la succession CITAS. Donc, de 2008 à 2018, il s'est passé 10 ans. L'argent était dans un compte séquestre sous la responsabilité de la justice. Un bon jour, la succession CITAS s'est levée et a voulu récupérer à ce moment-là son argent. Entre-temps, on parlait d'un montant de 600 millions parce que tout simplement, le commandant CITAS, qui représentait la succession CITAS, paix à son âme, puisqu'il est déjà décédé, voulait justement lui qu'on lui paye 600 millions. Mais ce qui ne représentait pas la valeur. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Ce serait bien de donner la parole aux autres. Je voulais rebondir sur la question que vous venez de poser à M. Joachim Banza. Vous avez dit, le journal accusé. Non, déjà, je ne vois pas comment un journal peut accuser un individu sans pourtant qu'il y ait des preuves. Ça aussi, c'est un problème grave. Le journal accuse. Quelles preuves? Vous voyez, c'est pourquoi, quand nous allons parler un peu justement des droits de l'homme, il y a quand même, on extrapole quand même, hein, en parlant par exemple de la liberté de la presse comme telle.
Votre question, c'était celle-là. C'était Le journal a accusé le ministre Silou d'avoir empoché 600 millions. Là, on tombe déjà dans la diffamation. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on aurait peut-être mis un peu des gants avant de donner, par exemple, de telles informations. Aujourd'hui, c'est le contraire, tel que nous lisons le journal. Je crois. Monsieur Dimi peut me dire le contraire. Il peut me dire le contraire. Voilà. Parlons de ces personnes-là. Ils sont 5 au total, avocats, notaires et magistrats. Qui sont-ils exactement? Les noms de ces 5 personnes. Non. Mais les noms, nous avons ici Maître Céla Bertin. On a dit c'est Lucier. Le notaire plutôt. Malonda Pierre Julien Ozone. Il est le magistrat. Jolani Thomas, c'est l'avocat. Ancien bâtonnier. Voilà, tout le monde le connaît. Malonda Jean Aimé Florent et Katoukulu Léontine Pélagie, c'est des avocats. Donc voilà, ce sont ces 5 personnes qui ont été accusées à des peines d'emprisonnement, mais les autres avec sursis, dans le cadre de cette affaire de détournement des fonds liés à l'expropriation de la succession CITA dans le cadre du camp Clairon. Alors, M. Mavungui Beni, on a toujours tendance à parler de ce qu'on appelle la solidarité de la confrérie. Comment comprenez-vous que jusque-là, selon mes informations, que les magistrats, les autres membres de ces corps de la justice n'ont pas réagi? Parce que l'affaire est tellement grave. Bon, disons la chose suivante. Vous savez, les piliers d'une démocratie se reposent également sur la justice. Une justice forte, vous voyez, ce sont les symboles de l'État. Un État doit être fort à partir déjà de sa justice. Mais déjà, quand vous avez dit est-ce qu'il faut féliciter, mais je pense que ce qu'il faut dire, le ministre de la Justice, depuis qu'il est arrivé, il faut le dire, M. Bininga, je pense que ce monsieur laisse libre cours à la justice de faire son travail. Ça, c'est très intéressant à le dire. De deux, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est qu'on est en train de mettre de l'ordre dans ce sillage de la justice. Souvenez-vous des magistrats qui ont été radiés. Oui. Ce n'est pas pour la première fois. Et quand on sanctionne ceux qui, effectivement, sont censés appliquer le droit, puisqu'ils le pratiquent, ce sont des praticiens du droit, je crois que c'est un signal fort qu'on lance dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs. Maintenant, quant à dire pourquoi la corporation ne peut pas se mettre debout, mais écoutez, nul n'est au-dessus de la loi. Il faut le reconnaître. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand vous avez fraudé, puisqu'on dit ici pour recel, abus de confiance, c'est des choses qui les manipulent. Je ne vois pas cette corporation se mettre debout comme pour dire non, écoutez, il faut les libérer, même si nous sommes magistrats, même si nous sommes avocats. Non, au contraire, ils devraient maintenant, de mon point de vue, tirer les leçons pour dire ah, hier si nous avons fraudé, mais aujourd'hui, il faut se mettre maintenant ou pas. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Alors, Ernest Dimi, le procès a eu lieu, tout le monde, on l'attendait. C'est une décision de justice. Alors, en ce moment où on parle des questions de la lutte contre les antivaleurs, et souvent on décrit la justice congolaise, est-ce qu'avec cette décision de justice, on peut se dire quand même que pour le coup, là, on est en droit de féliciter la justice pour cette décision? Bon, mais moi j'ai toujours dit ça intègre le fonctionnement régulier d'un État, l'égalité devant la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Qui est maître Ozone? Pour ne parler que de lui. Alors, il est le président de la chambre, je crois civile, sociale, non, civile de la Cour suprême. Alors, il n'est pas maître. Non, il n'est pas maître, oui. Voilà. C'est monsieur Malanda Ozone. Voilà. Vous voyez? Alors, donc ça veut dire, c'est lui en réalité, sous d'autres titres, c'est lui le droit. Voilà qu'aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve de l'autre côté. Il est en prison. Après la condamnation de la justice. C'est pour dire qu'en réalité, nous avons dans ce pays les problèmes d'interprétation de manière subjective de la loi par ceux qui ne sont pas professionnels du droit. Alors, qui connaît mieux le droit que le président de la chambre civile de la Cour suprême qui accepte sa condamnation, qui est en prison parce que la justice a été rendue? C'est pour dire qu'il y a aussi les choses à dire quand ça fonctionne bien. Ce n'est pas donné
que quelqu'un qui est lui-même pratiquement à la décision, qui est lui-même au four, qui est lui-même au moulin également, puisse accepter une condamnation d'une institution qu'il manipulerait à souhait. Donc c'est pour dire, si la justice était aux ordres, tel que d'aucuns le préconisent, alors Maître Ozon, Monsieur Ozon, ne serait jamais en prison. Et ça rime puisque bien, le droit, il va dire le droit, c'est lui, c'est qui juge. Ce sont ses amis, ses collègues, même au nom de la solidarité de la corporation. D'accord. Monsieur Joachim Banza, est-ce qu'on peut dire pour vous, c'est aussi un signal fort donné par cette décision, notamment que les gens qui doivent dire le droit, eh bien, doivent le faire dans le règle de l'art aussi. Mais ça a été dit ici, c'est un signal fort. Je crois que c'est en l'honneur de la justice. Il faut quand même se dire qu'il y a un membre de la Cour suprême qui est aujourd'hui, et pas des moindres, qui est aujourd'hui en prison, qui a été jugé par les pairs, donc par d'autres membres de la Cour suprême, qui a été condamné et qui aujourd'hui est en train de purger sa peine. Donc, c'est un signal fort pour ceux qui pensent ou qui disent toujours que la justice est aux ordres. Là, c'est vraiment un exemple du pouvoir des magistrats à dire le droit. C'est un grand exemple parce que c'est autant des acteurs de justice que des auxiliaires de justice qui sont condamnés. Les avocats qui ont été condamnés l'ont été pourquoi? Mais parce que dans cette procédure, au fait, dans le procès qu'il y avait eu sur l'opération d'expropriation, ils défendaient la succession CITA. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été payés sur l'argent, enfin disons les 300 millions qui étaient placés sous séquestre. Et à des montants quand même un peu impressionnants, exorbitants. On se dit, si les prestations des avocats doivent être à ces prix-là, mon Dieu, personne des Congolais ne prendrait plus des avocats. Donc je crois quand même qu'il y a eu cette tendance-là. C'est des avocats compétents, c'est des gens respectables, Maître Jolani, ainsi de suite. Mais bon, il y a cette histoire-là qui est tombée. Les voilà devant la loi. Et comme je crois Dimi l'a dit, c'est des gens qui connaissent bien le droit et qui ont accepté l'arrêt qui est tombé sur eux. Je crois qu'aussi c'est pour faire école. Donc, vous savez que dans les négociations que le pays a avec le Fonds monétaire international, la réforme du système judiciaire et notamment la transparence fait quand même partie des conditions. Et donc, avec des signaux comme ça, là, le Congo est en train de montrer que oui, il y a une justice qui travaille et je crois qu'il faut l'encourager à pouvoir donner ce genre de signaux pour justement démontrer que la justice congolaise n'est pas aux ordres. Bon, ça c'est une affaire, mais ce n'est pas l'affaire du siècle au Congo. On en attend beaucoup d'autres. Voilà, il y a des compatriotes qui sont aujourd'hui en prison, disons-le comme ça là, et qui attendent d'être jugés. Les Congolais, je crois, aimeraient quand même aussi voir ces procédures-là se mener, être réalisées, qu'on sache de quoi on leur reproche. Le ministre de la Justice, comme mon cher Mavungi Beni l'a dit, a annoncé la tenue de la session criminelle. Des cours d'appel, des 6 cours d'appel du Congo. Donc on espère qu'à cette occasion, les affaires restées en suspens, celles qui ont une répercussion politique importante. Économique également. Hein? Bon, économique également, oui, vont quand même commencer à être épluchées par la Cour d'appel. Donc, je crois qu'il faut continuer dans cette lancée. Dimi l'a dit, personne n'est au-dessus de la loi. Là aussi, il faut quand même reconnaître que dans le passé, on a eu quand même le sentiment que c'est comme s'il y avait une certaine société au-dessus de la loi. Vous avez vu, dès qu'un acteur, un responsable est mis en cause, tout de suite c'est des déclarations et plus rien ne suit. Comme si vraiment les choses doivent se régler de manière politique. Non, je crois que pour l'honneur du pays, et vous voyez que derrière c'est quand même la vie de toute une population, la vie de tout un peuple. Je ne crois pas que si le président a dit de lutter contre les anti-valeurs, ce n'est pas pour faire plaisir à quelques citoyens. Donc,
Alors, mettons carte sur table. C'est nos parents, c'est nous-mêmes qui sommes concernés. Peut-être que vous et moi, le tour viendra aussi. Ne jetons pas la pierre sur les autres. Hein, comme on dit dans la Bible, que celui qui est sans péché soit le premier à jeter la pierre. Nous ne sommes pas les saints. Ce n'est pas parce que nous parlons que nous sommes... Non, nous tous, nous sommes des citoyens. Bon, on fait justement notre travail. Voilà, on fait seulement un travail d'information. Voilà. Nous ne sommes pas des saints. Merci beaucoup. Avant de donner le dernier tour de table sur cette question, je vais quand même poser la question à Ernest Dimi. On voit bien que cette affaire concernait quand même un ministre, alors ministre d'État. Est-ce qu'avec cet épilogue, il n'y a pas lieu de dire quand même que la main noire du ministre Silou est passée aussi par là? Parce que la presse l'avait quand même cité. Non, vous savez, Sergio, je sais que... La procédure, il n'a pas influencé. Justice relance un autre procès et c'est le procès de la justice. En réalité, ce que nous faisons là, c'est le procès de la justice par rapport à cette décision. Mais vous allez parler... Là, la justice a bien joué. Oui, la justice a bien joué. Nous allons parler de la main noire de Silou. Pourquoi? La justice a établi qu'en réalité, il n'y a pour rien. Et les principaux concernés sont les 5 accusés qui sont condamnés. Donc, moi, c'est cette tendance du regard que les Congolais ont de leurs institutions, de leur propre justice, alors, qui m'inquiète quand même. La justice, tout le monde la réclame. Mais on croit qu'il y a des gens qui ne doivent pas être frappés. Là, nous avons des hauts magistrats qui sont frappés. Voilà. Mais eux, ils ont gardé leur tranquillité, ils sont calmes. Alors, comment voulez-vous qu'on condamne un innocent qui est réellement innocenté par la justice parce que vous voulez coûte que coûte voir un ministre en prison? Non, ça devient autre chose. Ce n'est plus la justice. Oui, entre nous soit dit. Pour quel intérêt, selon vous, selon certaines personnes, que ceux qui sont, par exemple, condamnés devraient protéger, par exemple, le ministre? Pour quel intérêt? Voilà. C'est la question qu'on devait se poser. Et si, effectivement, la main noire du ministre Silou était là, eh ben, je crois qu'il devait lâcher. Pour dire, ben non, nous on ne va pas seul en prison. Voilà. Mais voilà, il y a X, il y a Y. Voilà. Mais ils ne l'ont pas dit. Ce qui veut dire quoi? Que c'est vrai, nous, journalistes, bon, on a toujours tendance, je crois, à grossir un peu trop les faits. Mais on va un peu trop vite aussi en besogne. Vous voyez? On ne commente pas la décision de justice telle qu'elle est rendue. Mais nous disons aussi que parfois nous passons un peu. Alors, il ne faut pas aussi donner le sentiment. Oui, exactement. Il ne faut pas aussi donner le sentiment que les ministres sont au-dessus de la justice. Vous savez bien qu'il y a des ministres aujourd'hui qui ont quand même des procédures. On a vu le ministre Émile Ouosso prendre ses avocats pour aller se défendre de ce qui lui est accusé. Donc, c'est pour dire que quand il y a une procédure, il y a une procédure. La justice, c'est ça. Moi, j'ai vécu aussi une procédure judiciaire. Je vous assure que quand vous êtes là-dedans, ben, il faut être comme un élève, on vous convoque, il faut vous présenter, ainsi de suite, ainsi de suite. La justice, c'est la réparation. La justice, c'est l'éducation. La justice, c'est la justice, c'est pour faire que la société, c'est la régulation de la société, de la vie en société. Donc, elle joue son rôle. Maintenant, ce qu'on peut déplorer, est-ce qu'il y a des mains noires? Non. Il ne doit pas y avoir des mains noires, il n'y a pas des mains noires. La justice doit faire son travail de manière équitable. Merci beaucoup, monsieur. On va terminer. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Je vais donner tour de table, une minute pour qu'on cadre. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est ça ma question sur cette affaire qui a trouvé son épilogue. Vous commencez parce que vous voulez bien avoir la parole. Une minute parce qu'on va passer à notre deuxième. Retenir d'abord que la justice fait son travail et que c'est malheureux de constater qu'il y a des citoyens qui croient qu'on doit voir coûte que coûte un tel être condamné, même s'il est innocent dans un dossier, personne ne veut pas voir le visage d'un tel. Non, là ce n'est plus la justice, ça c'est de l'arbitraire. Mais pour cette histoire où des magistrats, des notaires, des avocats, qui sont eux-mêmes des professionnels du droit, sont accusés, sont condamnés et qui doivent payer des amendes, je crois que c'est une situation qui montre que, contrairement à ce que d'aucuns disent, la justice congolaise, oui, est effectivement une justice juste. C'est vrai, il y a des choses à parfaire, mais je crois que pour ce cas, c'est quand même une preuve. Hein? D'accord. Monsieur Joassin? Je crois que je partage tout à fait ce point de vue d'Ernest Dimi. Vous savez, c'est toujours ça en justice. Quand une décision tombe,
il y a un côté qui est satisfait et il y a un autre qui pense que ça ne devait pas être ça. Bon, ce n'est pas propre au Congo, c'est universel, c'est comme ça, mais c'est la justice des hommes. Comme Ernest l'a dit, il y a des choses à parfaire, c'est vrai. La perfection n'est pas de ce monde, mais il y a des choses à parfaire. Mais je crois qu'en donnant des signaux forts comme ça, notre justice va vraiment forger son chemin et regagner sa confiance dans le peuple, auprès des Congolais. D'accord. Donc moi je vais également dire la chose suivante. Vous voyez, moi je condamne souvent ceux qui racontent un peu ici et là, voilà on ne touche qu'aux petits poissons, etc. Mais entre nous soit dit, voyez un peu, celui qui est aujourd'hui envoyé en prison, mais ce n'est pas une petite personne, hein, quand on est à la Cour suprême. Vous voyez, ancien bâtonnier, vous voyez, Maître Nzolani, mais ce n'est pas une petite personne. Donc que les gens quand même s'arrêtent un peu pour raconter des petits poissons, des gros poissons, laissons la justice faire son travail. Et je crois que l'État gagnerait plus que de raconter des petites choses comme ça. Je crois savoir que la justice congolaise a les mains libres pour aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout veut dire que tous les dossiers qui sommeillent aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique, on a dit, le plan économique, on a dit, mais devaient voir le jour. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour cette première partie. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie.